toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission en toute vérité, très chers téléspectateurs. Le décor est planté avec les étoilés de la presse au niveau de la radio, télévision nationale congolaise en toute vérité aujourd'hui avec la saga judiciaire qui se poursuit. Et pour Joseph Kabila, Constant Mutamba et Matata Pognon, et puis la démolition des constructions anarchiques à Kinshasa, l'opération avait bien commencé, mais aujourd'hui nous nous rendons compte qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Nous le saurons dans cette émission enfin. Comment juguler les embouteillages à Kinshasa après la mesure prise pour que les véhicules plus de 20 tonnes puissent commencer le trafic à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Est-ce que ces mesures sont respectées? Nous le saurons dans ce journal. Et pour... Qu'est-ce que j'ai dit moi? Nous le saurons dans cette émission en toute vérité. Le journal, hein, c'est toujours dans le corps. On a fait le journal pendant plusieurs années. On croit encore qu'on est sur un plateau de JT. Pourtant, nous sommes plutôt sur un plateau de En toute vérité. Edith Chala, bienvenue. Merci Blaise Bokokia, disponible pour nos téléspectateurs. John Mwabidi, bienvenue. Merci Blaise, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Cédric Enina, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup Blaise et merci à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ces moments précis. Bienvenue Mouyal Mangal, Médard. Fidèle au poste. Bienvenue les grands Moufengue. Merci beaucoup Blaise. Vous allez bien tous, j'espère. Ouais. Allez, en toute vérité, il n'y a que la vérité qui est dégagée autour de cette table. Avant de développer les sujets qui ont été énumérés ici, plaçons d'abord un mot sur le message de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Je commence par les grands Moufege. Comment vous aviez trouvé le message de Kabila? L'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation. En les suivant, je me suis posé plusieurs questions sur ce qu'on appelle le statut du locuteur. Ça veut dire, Kabila s'est adressé aux Congolaises et Congolais en tant que sénateur à vie, en tant qu'ancien président de la République, en tant que politique ou en tant qu'opérateur politique. Deux grandes lignes. D'abord, par rapport aux stratégies discursives. Kabila commençait par légitimer sa prise de parole en se fondant sur son bilan, ce qu'il a fait. Et à l'entendre parler, c'est élogieux. On se croirait au paradis, tout ce qu'il a fait. Une façon de légitimer, comme je disais, sa prise de parole. Il a droit à s'adresser aux Congolaises et Congolais. Il se base sur son expérience, sa gestion du pays pendant 18 ans. Deuxième niveau, en termes de stratégie discursive, c'est plusieurs références par rapport à la mémoire collective. Vous avez suivi Joseph Kabila, il y a beaucoup de tranches d'histoire, telles que la passation pacifique du pouvoir. Il s'en prévaut, c'était tellement bien fait, et que son successeur se présente comme un destructeur de cet héritage qu'il a légué. Et en dernier ressort, en termes de stratégie discursive, c'est l'aspect dramaturgique. Kabila recourt à une lexicologie ou des termes offensants. Tout ce que Tshisekedi fait ici, c'est la dictature, c'est la tyrannie. Tous les termes offensants que vous avez suivis. Et enfin, j'en viens aux objectifs de ces speeches sur cette communication. J'en ai retenu 3. Joseph Kabila Kabange a parlé dans un premier temps pour dénoncer. Dénoncer quoi? Dénoncer ce qu'il appelle tyrannie, mauvaise gouvernance. Deuxième moment, Kabila se présente comme une espèce d'homme d'État qui a la maîtrise du terrain, la maîtrise de l'armée, et s'est posé presque en termes de messie ou un élément clé dans la quête des solutions. Troisièmement, pour finir, Kabila manipule, c'est-à-dire en se référant à plusieurs tranches de l'histoire, il prépare la mémoire collective à l'accepter comme élément clé de la crise congolaise. Et cela se passe dans un contexte où le gouvernement est en pleine négociation avec la rébellion à Doha. Ça se passe en quel moment? C'est toujours ça ton créneau habituel. Non, mais c'est vrai aussi, c'est ce contexte-là. Et alors, parce que le gouvernement en négociation, il faut tenir compte de l'existence. Non, Kabila doit se prononcer pour qu'on puisse tenir compte de ce que lui veut aussi.
Deuxième élément contextuel, c'est à 2 semaines de la... C'était le dernier élément, non? Oui, à 2 semaines de la signature probable de l'accord de paix avec le Rwanda. Voilà, c'est dans ce contexte-là que Kabila s'impose et se pose. Entre-temps, il y a des choses qui évoluent sur le terrain, avec surtout la levée des immunités parlementaires de l'ancien... Un autre élément contextuel, bien oui. Ces discours interviennent après ça. Levée des immunités parlementaires du sénateur à vue, nous allons y revenir. Edith Chala, sur le message de Joseph Kabila hier. Bon, je pense que le président Joseph Kabila Kabange est bon dans le silence que dans les discours. Depuis 6 ans, il a gardé son calme et je crois que ce calme-là le grandissait. Et là, le discours du début à la fin, j'ai suivi avec pertinence. Je n'en ai pas retenu grand-chose. Sinon, le fait qu'à ce niveau des responsabilités, Joseph Kabila a stigmatisé le peuple de la RDC. Il a parlé des Swahiliphones qui sont maltraités dans l'armée. Ça m'a choqué un peu. Que ça soit... C'est un discours diviseur. Absolument diviseur. À ce niveau de responsabilité, même si c'était vrai, je pense qu'il aurait dû trouver les mots pour le dire. Je constate aussi que Joseph Kabila Kabange, du début à la fin du discours, il s'est réjoui que Samir RDC quitte le pays, comme proposé par la SADC. Samir, là, ce sont les forces de la SADC. De la SADC, alors que les forces de la SADC sont invitées par la République démocratique. Officiellement. Officiellement. Il a oublié de dire que les forces armées rwandaises sont sur le sol de la RDC. Il faudrait qu'il reparte chez eux. Ça, il a oublié. En aucune fois, il a cité le Rwanda. Pas du tout. Mais aussi, il s'apitoie sur la situation des peuples du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais il parle des banques. Kinshasa a choisi d'asphyxier les populations de l'Est. C'est pratiquement le discours de Nanga. Et Joseph Kabila Kabange parle de l'armée congolaise qui traite avec les FDLR et qui sous-traite le Wazalendo. Il met toute la responsabilité de ce qui arrive dans la sous-région sur les épaules de l'État congolais. L'État qu'il a dirigé pendant 18 ans. Je pense que ceux qui ont écrit le discours ont exprimé leur propre... Et si c'était lui-même qui avait écrit? Non, j'ai doute fort. Nous savons que tous les grands hommes font écrire leur discours. Ok. Oui. Donc ceux qui ont écrit n'ont pas traduit la pensée de Joseph Kabila, j'imagine. Ils ont exprimé leur propre désarroi, leur propre affliction et leur propre déception. Mais c'est dangereux pour un discours mis dans la bouche d'une personnalité de la trempe de Joseph Kabila, un discours de cette nature-là. Je suis resté sur ma faim. Pendant près de 45 minutes. Pendant près de 45 minutes, il a évoqué tous les secteurs de la ville nationale, mais je me suis posé la question si effectivement Joseph Kabila Kabange a toutes les informations sur la République. Parce que j'ai suivi dans sa description, j'ai cru entendre qu'il parlait d'un pays qui ressemblait à la RDC. Pas du tout la RDC actuelle. C'est l'impression que j'ai eue sur ce discours, mais je pense qu'en terminant par dire qu'il irait à Goma, il finit par convaincre tout le monde que tout ce que l'on a dit avant par le pouvoir de Kinshasa, c'est ce qu'il faisait en réalité. C'était lui le patron, le véritable patron de l'AFC M23. Très bien. Cédric Galina? Moi, je vois les choses un peu autrement parce que d'abord concernant les discours de l'ancien président, j'ai trouvé qu'au même titre que Moufouégué et Dichala, c'est antinomique. Antinomique, c'est-à-dire il y a trop de contradictions dans ce discours, dans ses propos. Il parle d'une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, d'une guerre qui a duré, ça fait plusieurs décennies, dont on n'a jamais trouvé une solution définitive, parce que le M23 s'était retiré à un moment de l'Ouganda. C'était un moment de répit presque, parce qu'ils sont revenus aussi facilement par Bunagana
Et aujourd'hui, ils occupent une partie de notre pays grâce au soutien du Rwanda. Donc c'est un problème qui date et qu'il n'a pas pu trouver des remèdes durables. Pendant 18 ans. La vraie solution, c'était la neutralisation totale de ces M23. Donc le problème a refait surface, mais quand il parle de la gestion, de la gouvernance d'une manière générale, je crois qu'il n'a pas tort sur toute la ligne. C'est-à-dire, il y a des points que moi, en tant qu'observateur, j'estime que ça reflète une certaine réalité, surtout du point de vue économique, parce que je ne dis pas, parce qu'il a exagéré peut-être avec des chiffres, on parle d'une dette intérieure de plus de 10 milliards de dollars américains, mais aux côtés de cette dette intérieure, il y a cette forme d'embellie du point de vue recette, parce que après Joseph Kabila, le pays a atteint près de 15 milliards de dollars en termes de budget. Donc c'est pour cela que je me dis c'est un discours antinomique, parce que il y a trop de contradictions, des éléments qui se contredisent dans ces propos. Mais n'empêche qu'il soit dans son registre l'opposant, parce que il n'a plus ses immunités, ça c'est de... On va y revenir. Le droit des réserves, à mon sens, n'a plus sa raison d'être. Il se lance dans l'arène maintenant, où tous les coups sont permis. Et il était vraiment dans son registre d'opposant. Là, il n'y a rien à redire. Mais sauf que s'il faut voir le fond de son discours, c'est là où il faut épingler quelques points négatifs, que je dirais positifs, parce que il a fait un petit rétropédalage. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Joseph Kabila a salué la mémoire de Congolais qui sont morts pendant cette période, et notamment ceux qui sont dans la partie occupée. Moi, je me dis, ça paraît un peu tard, parce qu'on lui avait reproché de cela lors de sa toute première sortie médiatique, que moi j'ai trouvé précipitée. Cette fois-ci, je crois qu'il a pris beaucoup plus de temps, il a mûri son discours dans un registre d'opposants, parce que moi je ne le suis pas, mais je me dis, il était vraiment dans son registre d'opposants, mais sans tenir compte de la diachronie des événements. Et il apparaît comme si il y a 2 ans que le Rwanda occupe notre pays. Or, c'est plusieurs décennies. Très bien. C'est récurrent. John ? Oui, Blaise, en tout cas, c'est pas aisé de pouvoir faire un décryptage exhaustif du discours de Kabila au regard de recettes du silence. Oui, quelques éléments quand même. Quelques éléments, c'est que, vous savez, il y a toujours des faiblesses et des forces, et dans les dires de gens. Kabila, lorsqu'on parlait de Kabila, on voit un rassembleur qui a permis à tous les belligérants de se retrouver autour de la table en raison de l'unité nationale. Donc, lorsqu'on parle de Kabila, l'image qu'on garde même chez les écoliers, c'est que c'est un nationaliste, c'était un rassembleur. Donc on attendait en termes de recettes... Il ne l'est plus ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, en termes du discours, là où le président Kabila, par exemple, souhaiterait de voir l'unité nationale, mais un peu plus tard, lorsqu'il dit, par exemple, le swahiliphone. Le swahiliphone, c'est pas sectoriel, c'est pas tout simplement au niveau du Congo. Je rappelle ici, le Congo est membre même de l'EAC, qui a déjà adopté le swahili comme parmi les langues officielles. Vous comprenez, tout au plus 8 pays membres de l'EAC qui doivent communiquer désormais en swahili comme langue officielle. Donc ces gens-là sont également cooptés par les propos du président et l'ancien président Kabila. C'est qu'en tant que rassembleur, en tant que nationaliste, il faudrait, en cette période qu'on tient à l'unité nationale, beaucoup prôner des propos, c'est vrai, tout en restant dans sa casquette d'opposant, mais des propos rassembleurs. Des propos qui permettent à ce que, même si on faisait une évaluation du régime Tshisekedi, que l'on trouve quand même Kabila qui a fait rêver les gens et dans son silence, et que c'est un nationaliste, c'est un rassembleur, il le restait même
comment je dirais même à son dernier souffle. Alors l'autre chose que je retenais en termes de l'économie, ça sont des points positifs qu'il faut le lui reconnaître aussi. C'est que l'économie aujourd'hui, même l'argentier de la République, je ne pouvais pas citer l'ancien d'ailleurs, je ne voulais pas citer son nom ici, il a fait des observations. On peut dire qu'aujourd'hui on a un budget... Là vous faites allusion au ministre des Finances. Le ministre des Finances. Donc, voilà, on peut... on va prendre même un extrait. Allez-y, on va prendre son extrait. On peut même parler que le budget a été revu à la hausse. Aujourd'hui, on compte de plus de 17 milliards de dollars. Mais à quel taux d'échange? C'est justement ça. Donc, il y a les taux d'inflation qui devaient être contrôlés au fil des ans. Peut-être ça n'a pas été maîtrisé. Ça, c'est une évidence. Mais également, le salaire des fonctionnaires. C'était parmi le discours des campagnes du président Tshisekedi. Le président, il a une vision. Mais celui qui gère au quotidien le pays, c'est le gouvernement, qui devait pas donner l'opportunité aux opposants, et à l'instar du président Kabila, de pouvoir fustiger la mauvaise gouvernance, il faut le dire, en termes d'assiette fiscale, tout ce qu'il y a. Donc, il ne faudrait pas tout simplement voir avec l'œil péjoratif les dires de Kabila, il faudrait plutôt capitaliser les observations pour que finalement qu'on n'ait plus beaucoup d'arguments sur la gestion ou bien sur le comportement des animateurs des institutions. Parce que vous parlez de Doudou Famba, voici sa réaction en rapport avec le message de l'ancien président Joseph Kabila. Dans son secteur, il dit ceci: des actifs miniers cédés au vil prix par les intérêts privés durant 18 ans, des milliards de dollars américains, des royalties issues des joint ventures concédées à des amis étrangers, des centaines de millions de dollars retirés directement de la Banque centrale pour une destination inconnue, comme le cas des 350 millions de dollars des portes de la TFM, des millions de dollars de fonds publics octroyés en cadeau pour la création des entreprises privées, des morts, assassinats, crimes contre l'humanité, crimes comme le massacre des adeptes de Bundudia Congo, Mukungu Bila, Kamwena Sampou, des pauvres citoyens lâchement abattus lors des manifestations pro-démocratie. Bref, tous ces amis assassinés, tous ces visages innocents. Des enseignants clochardisés avec un salaire de 45 à 60 dollars par mois, des professeurs d'université sans assurance maladie ni autre garantie, des sociétés publiques démantelées pour appartenir à une seule famille. Ça, c'était la réaction de Doudou Famba. Médard Mouyal Mangal, réaction sur le message de l'ancien président Joseph Kabila hier. Comment vous l'aviez trouvé? Comme mise en scène médiatique. Pardon? Comme mise en scène médiatique. Ah bon? C'est bon, c'est le produit d'un laboratoire. Lorsque le laboratoire prépare le travail, ça rayonne. Mais au-delà du rayonnement, il y a la question de la réalité. Et je constate un problème de conflit d'identité de la part de Joseph Kabila. Tantôt, il se fait passer comme un barbu, tantôt, il se détache. Il s'est coiffé hier pour la circonstance. Alors, voilà. Là, vous êtes dans la forme. Oui, mais justement, le tout concours. Hier, ça participe justement à l'identité. Hier, au moins, il a fait partir sa chevelure et sa barbe. Finalement, justement, une seule personne, après 6 mois, il cultive la barbe, après un autre moment, il s'en dégage. Non, mais ça pose un problème. Oui, ça pose un problème. Vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Ça pose un problème d'identité. Puisque nous sommes à l'heure du bilan. Au moment où il partait, lui-même a fait son bilan, qu'il n'avait pas 15 personnes. Mais dès lors qu'il est en dehors du pays, est-ce qu'il va trouver les 15 personnes? Pendant les 18 ans, il n'avait pas 15 personnes. Pendant les 18 ans, tous les gens qui ont mobilisé, en fait, du mépris pour les Congolais, du mépris pour tous ses collaborateurs qui l'ont accompagné à construire cette image-là. Parce que l'image de Kabila, l'homme, c'est là, mais c'est le travail fait par des Congolais qui l'ont entouré. Mais lorsqu'on arrive au bout du compte, il dit, je n'ai pas trouvé 15 Congolais. Mais 18 ans. Maintenant qu'il vit en dehors du pays, aura-t-il trouvé les 15 là? Ça pose problème parce qu'entre-temps, il y a des gens qui sont partis de son clan. Alors, faut-il, pour arriver plus loin, me dire, mais c'est très bien qu'il ait pris cette orientation. Mais justement, je vois plutôt une source qui est en train d'influencer sa manière de percevoir le problème. Laquelle? La Senko. Généralement, quand Kabila prend la parole, c'est que la Senko a précédé. Le dernier message de la Senko,
de la 62e session, c'est un message qui est apparu vraiment ambigu. La dernière ici. La dernière Oui. est apparu un message vide, ambigu. Et comme toujours, ce message se présente comme la para contre le Rwanda. Donc, ne jamais dire que le Rwanda existe. Ne jamais dire que le pays est agressé. La Senko dit le pays est en guerre. Mais la République démocratique du Congo est en guerre contre elle-même. Voilà. Et ce que vous retrouvez, Fatima, c'est pourquoi j'ai parlé du produit de laboratoire. Il y a des vases communicants dans la manière de construire la réalité qu'on veut imposer aux Congolais. Mais les Congolais ne sont pas des enfants. Les Congolais ne sont pas des idiots à qui vous devez tout le temps présenter le travail du laboratoire. Ils savent que leur pays est occupé, que les souffrances sont là, que dans cette souffrance, nous avons perdu des archevêques. Mundirwa est mort, mais que l'on est tenté de passer sous silence. Pas seulement Mundirwa, catholique est mort. Aujourd'hui, les morts, même la Senko, ne fait même pas allusion au massacre. À ces deux grands prêtres-là. Non, d'abord au massacre récent qui sont en train de se dérouler et à Goma et à Bukavu. Et au Nord Kivu et au Sud Kivu. Et bien sûr, tous ces éléments participent à aider le laboratoire de Kabila de pouvoir se saisir d'une certaine réalité. Mais c'est une réalité fausse. Ça, c'est une réalité fausse parce que le laboratoire veut sauver l'image de Kagame. Et nous sommes dans une externalisation du conflit. Le conflit a quitté le Rwanda, il vient s'installer en République démocratique du Congo. Comme au Rwanda, on se bat sur des questions identitaires Hutu-Tutsi. Alors, on veut pousser les Congolais à dire, les Congolais aussi sont en train de se battre. Alors, maintenant, le Swahiliphone, d'abord Swahiliphone, quel est ce peuple qui a une identité Swahiliphone? C'est un discours oui. En République démocratique du Congo, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui posez la question, vous êtes d'où? Vous êtes qui? Qui peut dire je suis Swahiliphone? Non. Qui? On va vous dire je suis Nandé. Oui. Je suis Hutu. Je suis Mouchi. Et personne ne dira je suis Swahiliphone. Oui. Mais ils parlent au moins tous. Oui, mais c'est là, c'est comme aujourd'hui, c'est comme le Lingala est le Lingala, même là aussi, vous savez que même le Lingala, il n'y a pas un peuple qui se dit nous sommes les Bangala totalement. Oui. Vous êtes Mongo, vous êtes. Merci mesdames. Et voilà, donc le laboratoire a un défaut de saisir un fait et vouloir l'imposer. Et c'est le défaut. Bon, le laboratoire a travaillé, c'est bien fait, mais ça se limite là. Très bien. Alors, ça c'était la réaction à chaud sur le message de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, hier. Maintenant, on revient sur le sujet de l'émission, notamment cette saga judiciaire. Et pour Kabila, pour Matata et pour Constant Mutamba. On commence d'abord par Kabila. Le Sénat a convoqué la plénière, c'était avant-hier, et le Sénat a mis en place une commission spéciale qui est arrivée à tomber d'accord, tous les membres, sur la levée des immunités et parlementaires, l'ancien président de la République. Vous aviez suivi les votes. 80 sénateurs ont voté pour cette levée des immunités parlementaires, 5 ont voté contre et 3 ne se sont pas prononcés. 88. J'ai parlé de quoi? 80. Non, c'est 88. Excusez-moi. Sur 96 votants. Oui, c'est 88 qui ont voté pour. C'est trop sévère, c'est ce rapport spécial du Sénat sur Joseph Kabila? Non, ça veut dire que les sénateurs sont... Il faut ici dire que vous étiez partisan de voir plutôt le Congrès statuer sur le cas Kabila. Mais on a discuté longuement ici. Mais alors aujourd'hui, c'est plutôt le Sénat qui a pris l'affaire entre ses mains. Nous vous avions dit que Kabila était sénateur, mais on ne le juge pas comme ancien président de la République. Vous avez la parole. La force ou la faiblesse du droit, c'est que c'est l'interprétation. Et toute interprétation a une charge subjective. 88 votants sur 90 et quelques, ça traduit l'unanimité. Le Sénat a dit oui, il faut lever des immunités, ça s'est fait. On retient que c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo.
un ancien président de la République doté de la qualité de sénateur à vie, on lui retire les immunités. Ça, c'est une première, mais ça constitue également un précédent judiciaire dont on va se servir prochainement pour des cas similaires. Mais il y a des soucis, parce que vous avez rappelé, je suis partisan du Congrès. Les réactions fusent de partout. Le Sénat a fait, et ce qu'il a fait. Mais les soucis, c'est quoi? Je l'ai dit, je l'ai dit. Le Sénat n'avait pas le droit de le faire? Non, mais j'ai dit ici, c'est affaire d'interprétation. Mais je rappelle mon point de vue. Le statut principal, c'est ancien président de la République. Sénateur à vie, c'est la conséquence du principal. Ça veut dire que les deux statuts sont inséparablement collés. Quand vous lisez la loi Mutinga portant statut des anciens présidents de la République, il fallait la saisine du Congrès. Mais l'actuel pouvoir a la majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'il pouvait faire ça. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. La majorité parlementaire appartient au pouvoir actuel. On a préféré la saisine de l'Assemblée, du Sénat, c'est-à-dire une seule chambre, que l'autre. Qu'est-ce qu'on a craint? Bon, c'est arrivé, mais il y a des soucis. Et un autre souci, c'est par rapport au réquisitoire de l'auditeur général. On a suivi, on reproche à Kabila un crime contre l'humanité, haute trahison, rapprochement, je crois, avec l'ASC. Mais je ne sais pas si, bon, c'est encore, ce n'est même pas la phase inquisitoriale, mais les preuves dont on parlait, est-ce que c'est fondé sur le point de vue d'Éric Nkouba et Prosper Danga? Attendez, mais il fallait que Kabila vienne pour s'expliquer. On a lancé l'invitation, il n'a pas répondu, même pas ses avocats, encore moins les membres de sa famille politique. Qu'est-ce que vous voulez que le Sénat puisse faire? La commission sénatoriale a eu 15 jours, je crois, de travail. Oui. Il devait revenir faire rapport. Entre le rapport et l'invitation de Kabila, c'était question de secondes ou de minutes. Et lorsqu'on lance cette invitation, on sait que Kabila est à l'étranger. Il ne faut pas des heures. Il faut plusieurs heures pour atteindre Kinshasa. Là encore, il y a des soucis par rapport au respect du droit de la défense. Ça s'est fait comme ça s'est passé, nous sommes républicains. Vous voulez répondre sur ces propos? Allez-y. Oui, absolument. Parce que ici, voilà, il faut préciser que la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila ou du sénateur Avi n'a pas été fait du tac au tac. Il y a une commission spéciale qui a été mise sur pied. Par le Sénat. Et puis cette commission a consulté les acteurs, si vous voulez, les détenteurs d'enjeux de cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères qui s'est fait représenter par son vice-ministre. Il y a eu en fait l'auditeur général de la Cour militaire, la haute Cour militaire. Voilà, ils ont été consultés avant le rapport en plénière de cette commission spéciale Lutundula et Panda. Et puis c'est ce que j'allais préciser également ici, c'est que la Cour constitutionnelle, jusqu'à preuve du contraire, reste le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. C'est vrai, la loi reste muette. Non, la loi ne dit pas ça. Il ne faut pas dire ce que la loi n'a pas dit. La loi reste muette. Elle dit quoi? La loi reste muette. D'ailleurs, ça va nous donner plus de matière lorsque vous allez aborder l'affaire Matata. C'est que c'est le choix du juge. Et si par exemple la Cour constitutionnelle, parce que s'il faudrait rencontrer le grand Moufouengue, serait le juge naturel de Joseph Kabila, on n'aurait pas probablement procédé à ce que vous appelez la levée des immunités. Mais alors, le Sénat en tant que la chambre des sages, je crois que, passez-moi la redondance, à muser sur sa sagesse. Lever les immunités d'un citoyen congolais ne veut pas dire l'avoir trahi, non. Parce que si Kabila n'est pas justement coupable de faits infractionnels présumés et coulés dans le réquisitoire de l'auditeur supérieur, ça sera sur la sellette qu'on va les savoir. La partie défenderesse jouera son travail. D'ailleurs, c'est la beauté du droit. Ça va permettre à notre appareil judiciaire non seulement d'avoir, comment est-ce qu'on appelle ça, des jurisprudences sur l'affaire Kabila, mais aussi, même s'il se faisait représenter
par ses conseils, mais quand même l'affaire aurait eu à avoir lieu. Contrairement, si le Sénat, la Chambre des sages, faisait des blocages sur la levée des immunités, il y aura des spéculations. Il y aura tout ce que vous voulez, ça allait rebondir de tous les sens, parce que le Sénat est dirigé aujourd'hui, excusez-moi de le mentionner sans toute vérité, par un Katangais. Sinon, on dira... Vous allez jusqu'à ce niveau-là? Non, le pays a ses provinces. Vous avez des origines, même Jésus avait des origines des Nazariens, ça n'a jamais divisé la Bible. Allez-y. Sinon, ça allait entraîner, blocage, parce que finalement, c'est un Katangais qui est à la tête de cette chambre. On allait politiser, on allait faire de récupération. Moi, je pense que, d'abord, le Sénat n'a pas engagé cette procédure de levée des immunités d'une manière unidirectionnelle. Il y a une commission spéciale mise sur pied avec 40 membres. Il faut rappeler ici, cette commission était dirigée par Christophe Lutundula, ancien ministre des Affaires. Mais avec 40 membres, ils ont eu le temps. Presque la moitié de la Chambre. Ils ont eu le temps. Mais en dernière intervention, je dirais, parce que j'ai entendu ici le grand Mufwenge parler des heures qu'on devait accorder à l'ancien président Kabila pour rejoindre le pays, la matière répressive exige la célérité. C'est juste la célérité. Donc la célérité vraiment des mises, comme la publicité des audiences, il y a également la célérité. Parce qu'ils traitent leurs semblables. Et on ne peut pas passer tout le temps avant la phase préjuridictionnelle, justement pour des affaires qui pouvaient... Quand on donne 72 heures, mais je crois que ce sont des délais légaux. Mais il est où? Ce n'est pas impératif. Il serait en Afrique. Ce n'est pas impératif. Ça prend combien de temps pour prendre son vol et venir ici? Ça, ce sont des éléments de droit. Oui. Et ce n'est pas un raisonnement un peu subjectif contre le président Kabila, mais c'est ce que prévoit la loi fondamentale, la Cour constitutionnelle. Très bien, Médard. Bon. Aucun commentaire. Cédric et Nina? Oui, bon, dans tout ça, moi, je pense que c'est plus les juridismes qui nous plongent de temps en temps dans le chaos dans ces pays. Parce que, en croire ce que dit Mufwege ou encore notre ami Mwabika, on sent que la loi est interprétée selon qu'on est dans tel ou tel autre angle. Mais moi, je ne suis pas... Ce qui n'est pas bon, je ne suis pas d'abord dans ça, mais ma crainte est que on est en train de rétrécir de plus en plus l'espace du dialogue. Voyez un peu le schéma. Quel dialogue? Entre protagonistes. Prôné par les prêtres. Le pays est en crise, quelle que soit la forme. Le pays est en crise. C'est le Sénat qui enlève les humilités de Joseph Kabila. C'était presque pratiquement la même journée, moins de 24 heures. Le soir, c'est Kabila qui sort de sa tanière, qui prend la parole et lance une sorte de réquisitoire à l'endroit du régime de Kinshasa. Et certainement demain, la FCM 23 va réagir et après-demain, ça sera l'opposition plurielle qui est avec nous en interne. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant du dialogue de Doha? Qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'espace des prêtres de la SENCO? Je crois de plus en plus, on s'éloigne du vrai dialogue et c'est un pugilat. Je reviens au Sénat. Ce qui est un peu vite. Rapidement, je me dis, ma crainte, c'est aussi cette forme de spectacle que nos institutions parfois s'élancent. Parce que Mufwege l'a dit, il fallait que ça soit le congrès ou pas, c'est 72 heures. C'est un débat largement dépassé. 72 heures. Les choses ont tellement évolué qu'on ne peut plus revenir sur ce débat. On trouve que les timings est court, et quand vous voyez, je suis sur la forme, l'adrénaline auprès des sénateurs montez, vous étiez là sur place pour les directs. C'est comme si les gens veulent se donner en spectacle. En réalité, c'est pour assister à un pugilat entre partis et non chercher un dialogue et trouver une solution à une crise dans laquelle on s'enlise de plus en plus et on ne voit pas d'issue, parce que je ne vois pas maintenant la part de la médiation avec le président togolais Faure Gnassingbé. Si l'on doit revenir à la case départ
en ces moments-ci avec des querelles politiques, avec des positions tranchées, parce que Kabila nous fait 12 propositions. La première des propositions, c'est une déclaration de guerre. Il faut mettre fin à la dictature sans élection, parce que là, quand il vous dit qu'il va mettre fin, je ne sais pas par quel moyen, par quel mécanisme. Et en interne, c'est très dangereux ce genre de discours. Et en interne, interne, on crée un précédent en donnant à Kabila une certaine liberté. Parce que quand on est sénateur à vie, à mon entendement, on est prisonnier d'une certaine sagesse dans son agir. Et maintenant qu'il n'a plus ça, c'est un électron libre. Il n'a plus quoi? Oui, mais ses immunités en tant que sénateur. Mais il reste sénateur. Il n'y a personne qui a fait partir Kabila de ce statut de sénateur. Mais quand on il est poursuivi par. C'est un titre honorifique, oui. Mais dans la réalité, quand on n'a plus ses immunités et qu'on se croit être encore député sans pour autant avoir le plein pouvoir. Vous, il a perdu son statut. Il a perdu son statut. Il n'est plus sénateur à vie. Et là, on crée un précédent. Attendez, mais qui va les lui remettre ses immunités? Répondez-moi. Donc, avec ça, cette levée des immunités parlementaires, Kabila a perdu son statut de sénateur à vie. Mais évidemment, c'est ce que nous voyons. Edi Tchala? Évidemment, c'est ça. Edi Tchala? Merci beaucoup, Blaise. Moi, j'ai Mufwenge et Kenina, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec eux. C'est lequel? Notamment sur la question du dialogue évoqué. Oui. Je pense sérieusement que si la République est là où nous en sommes, c'est parce qu'on a considéré par le passé que le dialogue veut dire absolution des péchés. Le dialogue veut dire... Il faut blanchir les gens. Oubli des crimes et puis on avance. J'ai évoqué ici par le passé, au cours de cette émission, la question de l'amnistie qui a été votée pour certaines personnes qui continuent à vivre à Kinshasa après des morts. Oui. Et aujourd'hui, quand la justice est mise en mouvement, on dit non, comme nous sommes dans une perspective de dialogue, moi je continue à considérer que même si on arrivait à se mettre d'accord, Nanga va faire la prison. Parce que des gens sont morts dans sa marche, il ne peut pas justifier ça. Encore que la constitution à laquelle on tient beaucoup interdit à quiconque de vouloir renverser un régime démocratique par les armes. Oui. La deuxième chose, doucement. sur les questions de droit, il faudrait quand même laisser la possibilité aux initiés d'en parler. Nous on regarde et on critique dans les limites de nos connaissances générales. Si vous suivez l'intervention de la rapporteure de la commission, Madame Carola Guito, elle a évoqué toutes les dispositions constitutionnelles et des lois relatives à cette question des immunités sur Joseph Kabila. Et à chaque disposition, il y avait une conclusion. Je vous rappelle que la loi Mutinga, comme je l'ai pensé depuis, avait été une fraude à la Constitution. Mais la Commission a dit que c'était inconstitutionnel. C'est ce que la Commission a dit. Et ceux qui l'ont dit sont sénateurs, et parmi eux, il y a des juristes de renom. Je vous rappelle que dans cette commission-là, il y avait 40 personnes, et personne n'a voté contre. Au niveau de la commission. Au niveau de la commission. Oui. Au niveau du Sénat, il y a eu 88 sénateurs qui ne sont pas tous juristes, oui, mais qui ont une bonne part des juristes entre eux. Les explications qui ont été données, pour les contredire, il faut apporter un raisonnement contraire pour démonter ce qui a été dit. Mais Joseph Kabila, jusqu'à preuve du contraire, il est sénateur à vie parce que la Constitution existe et le dit. Il le demeure jusque-là. Oui. Il n'a pas perdu son statut de sénateur. Ce qui a été fait par le Sénat, contrairement à ce que Kenina a dit, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer. Ça ne sert à rien. Pas de s'exprimer, de contredire. Donner sa version de fait. C'est que l'auditeur, oui, c'est que l'auditeur. Oui. C'est tout simplement ce qui a été fait. Lui donner la possibilité d'être poursuivi et d'être entendu. Il jouit de sa présomption d'innocence. Jusque-là. Dès lors qu'il a rencontré l'auditeur et que les faits pour lesquels il est poursuivi ne se sont pas
cristalliser à un moment ou à un autre en sa défaveur, je crois que Joseph Kabila reprendra son siège toutes ses immunités et son siège au Sénat. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'alarmer sur cette question. Non, on avance, s'il vous plaît. On avance. On connaît tes positions, c'est depuis longtemps, c'est toujours ça, dans les congrès et consorts. Non, mais la loi Moutinga est constitutionnelle. Il faut y avoir un élément. Un élément, oui. Non, on n'a plus de temps. Les choses ont largement évolué. Il a dit une chose pas vraie. Aujourd'hui, il y a une autre saga judiciaire pour un ministre d'État, ministre de la Justice en fonction, Constant Moutamba. Il y a le procureur près, la Cour de cassation, qui a fait sa requête auprès de l'Assemblée nationale pour poursuivre Constant Moutamba. On en a parlé ici, mais apparemment, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette démarche de Constant Moutamba. Qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche dans cette démarche, Moufouegui? Mais vous avez suivi comme moi, c'est le procureur près la Cour de cassation qui a introduit sa requête à l'Assemblée nationale pour solliciter la levée des immunités. Mais là encore, est-ce qu'un membre du gouvernement a des immunités ou couvert par l'inviolabilité? Parce qu'à ce que je sache, Moutamba n'est plus député. Peut-être que nous on s'est trompé au niveau. Oui, on s'est trompé. Un ministre n'a pas d'immunité. Il a fait ça pour l'autorisation de poursuite de M. Moutamba. Mais est-ce que le ministre relève du gouvernement ou de l'Assemblée? C'est dans l'ordre des choses. Le fait que le procureur de la Cour de cassation ait sollicité dans sa requête l'autorisation pour poursuivre le ministre d'État, c'est dans l'ordre des choses. Si c'est dans l'ordre des choses, je reviens, vous aimez ça en montant. C'est bien fait, c'est qu'il faut faire au regard de soupçons de détournement qui pèsent sur l'actuel ministre de la Justice. Je crois que l'Assemblée nationale devait s'activer pour répondre à ça. Il y a déjà une commission. Une commission qui est mise sur pied, oui. Ça ne sert pas de bloquer, il faut faire avancer les choses pour permettre au ministre Moutamba de nous livrer sa version de fait. Pourquoi vous parlez de blocage? Qui bloque? Non, on ne dit pas qu'on bloque, mais ça ne peut pas traîner. Très bien. Parce que comme disait John, on est au pénal, il faut de la célérité aussi dans tous les dossiers pénaux. Très bien. Mouyal? Moutamba, c'est un acteur important. C'est vrai qu'il est en train de bousculer les choses. De déranger aussi certaines personnes. Effectivement, regardez des personnages, il est assez actif en termes de prise de parole. Et nous sommes aussi, comme un jour Kenina l'a dit, comme nous sommes trop tentés vers la corruption, à chacun de nous, parce que on est toujours tentés, parce que après avoir vécu longtemps dans la précarité, en fait, on se retrouve dans pareille situation. Est-ce que Moutamba a posé des actes? Il y a eu des réactions. Lorsque vous prenez le communiqué rédigé par le directeur du cabinet du ministre des Finances. Les Finances, oui. Aucun fonds n'a jamais été débloqué. Il se met en contradiction avec la déclaration de la CNRF. Alors, la CNRF relève du ministère des Finances. Voyez-vous, déjà les contradictions au niveau du cabinet du ministre des Finances et au niveau de la CNRF. Donc, on doit aussi nous éviter l'image qu'on est tenté de diffuser de la République. Soit pour ce propre positionnement, on veut apparaître comme une vedette du jour et gagner au niveau des réseaux sociaux. Comment comprendre, par exemple, comme au niveau du ministère des Finances, la CNRF qui devait faire des rapports au ministre et que le ministre soit aujourd'hui obligé vraiment de contredire. Donc ça ne donne pas une bonne image. Quelque part, les services de l'État se laissent manipuler. Il faut dire que quand le procureur général près la Cour de cassation a déposé sa requête auprès de l'Assemblée nationale, et le ministre Moutamba s'est trouvé dans le Grand Kasaï, il est rentré hier. L'espace Grand Katanga. Grand Katanga. Ah, l'espace Grand Katanga, merci. Il est rentré hier, mais un accueil, on ne peut plus triomphal. Oui, mais ça c'est politique, tout le monde peut le faire. Ce qui est important, ce sont les faits. En droit, on parle de faits. Je voudrais revenir sur ce que Mouyal disait tout à l'heure. La CNRF ne répond pas forcément du ministère des Finances. Oui. C'est un service de renseignement financiers. Et c'est lui qui est secrétaire
exécutif ou secrétaire permanent, secrétaire exécutif et premier avocat général au parquet près de la Cour de cassation. Monsieur Kissoula. Monsieur Kissoula. Donc, il est tout à fait normal que dans ces renseignements-là, ils aient des informations que le commun des mortels n'a pas, et je pense même qu'ils sont beaucoup plus outillés pour traquer les fonds publics et l'inspection générale des finances. Parce qu'ils ont des moyens que l'IGF n'a pas. Voilà, sur le plan des informations et tout ça. J'imagine que la démarche jusqu'à ce stade est courte. Mais là où je trouve que c'est un peu prématuré, c'est que la décision, la sollicitation à l'Assemblée nationale va logiquement conduire à la démission du ministre. Si. En principe, si ils autorisent la poursuite, le ministre doit démissionner. Le ministre doit démissionner. Maintenant, si les ministres démissionnent et que dans la poursuite des faits, on constate que c'est que le ministre... Il n'y est pour rien. Oui, il n'y est pour rien. Ce qu'il a dit est vrai. On va arriver à la conclusion que l'objectif était tout simplement de faire partir Moutamba. Oui. Alors, les propos du ministre de la Justice, Constant Moutamba, c'est un ministre de la Justice, les ministres des Finances, je pense qu'il y a quand même une certaine ambiguïté. À quel niveau? Ambiguïté, ça veut dire que la réaction du ministre des Finances était que il n'y a pas eu de sortie du trésor public. Et le ministre Moutamba a dit qu'il y avait un compte séquestre qui avait été créé dans lequel il avait été versé 19 millions de dollars. 9 millions de dollars. Je crois que c'est ce mouvement-là qui a attiré la CNRF. Il est quand même normal et urgent qu'on explique le mouvement. Comment l'argent a quitté d'un compte vers un autre compte. 19 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça peut être fait pas de mauvaises intentions, mais il y a la loi qu'il faudrait respecter. Et dans ça, il faudrait que le ministre de la Justice l'explique beaucoup plus clairement. Moi, je pense même, comme il a dit avant... Il va se mettre devant la justice pour se défendre. Oui, il pouvait bien le faire sans... Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de règlement de compte dans ce secteur? C'est pas impossible, apparemment, si nous suivons tous comment les choses marchent, apparemment c'est comme si le ministre de la Justice n'est pas de sainteté avec... Oui, c'est là. Avec la corporation des magistrats, l'univers politique. Allez-y, Kenina. Cela se justifie, notamment avec l'empressement avec lequel le procureur près la Cour de cassation s'est saisi de l'affaire. La célérité, comme on vient de le dire tout à l'heure, ça interroge également. Ouais. Mais venons-en au fait, parce que c'est sidérant dans un pays. Ça aurait été un ministre de l'Agriculture, un ministre de l'Urbanisme et Habitat, on accepterait. Mais un ministre de la Justice poursuivi par la justice, c'est l'image caricaturale de notre pays qu'on vend à l'extérieur. Parce que ça ne fait pas sérieux. Eddy vient de le démontrer tout à l'heure. C'est la vitalité. C'est la vitalité au niveau du Non, ça, c'est pas la vitalité. Ça, c'est pas la vitalité au niveau des faits. C'est une question de bonne moralité. Venons-en aux faits. Maintenant, on parle de 19 millions de dollars américains qui seraient dans un compte séquestre. Au mépris de la législation financière. La législation en termes de finances publiques. C'est toute la question. Je me dis, quand bien même qu'il sera devant son juge un jour, comme lui-même le veut, mais en droit, vous n'allez pas me contredire, les juges se basent aussi sur l'intention de l'infracteur. Quelle a été l'intention? C'est essentiel même. Quelle a été l'intention? L'intention, c'était pour construire la prison de Kisangani. Mais le mouvement, le transfert des fonds à respecter, quel mécanisme légal? Nous le saurons, John. Voilà, Moutamba est député national. On ne peut pas lui refuser cette qualité. Il a même battu campagne pour le poste du rapporteur adjoint au niveau du Parlement. Et on a vécu avec Willy Bakonga son temps. Il fut membre du gouvernement. Il devait, après la chute du gouvernement, reprendre son siège. Donc, je crois qu'il y a son suppléant ou bien tout ça au niveau du Parlement. Ça, c'est une évidence. Alors, mais également, la chambre basse du Parlement, c'est l'autorité budgétaire. Donc, c'est cette même chambre qui investit le gouvernement. Je pense qu'il y a lieu de pouvoir recourir au Parlement. Il y a une corrélation. Voilà. Oui. Alors, il y a une pertinence dans l'affaire Moutamba.
Moutamba. Pourquoi? Moutamba, c'est un homme de droit et il a longtemps milité depuis sa prise de fonction contre une justice maladive déclarée d'ailleurs par le président de la République qui a débouché sur la tenue des États généraux. Alors, Moutamba, et vous vous souvenez, parmi les recommandations des États généraux, c'est une petite analyse, hein, il y a ce changement. Il y a de la magistrature suprême, il ne voulait pas trop de magistrature, et magistrature suprême à la magistrature, je crois, de la justice, hein, qui serait étendue à d'autres compétences. Non, alors, il s'agit là du Conseil supérieur de la magistrature, voilà, de la justice. Oui. C'est le terme qui m'a échappé. Okay. Donc, ça peut paraître comme des décisions peut-être non concertées et qui a été soumis au débat lors des États généraux. Et ça, c'est pour peut-être faire une analyse sur ce que vous avez dit, s'il y a des tensions entre le procureur général et tout ça. Mais, en toute évidence, normalement, ça ne pouvait pas faire objet de débat. Parce que nous voulons un État de droit. Est-ce que s'il y a des indices sensibles, des détournements, est-ce qu'on ne peut pas soumettre ça à une action judiciaire? Pourquoi pas? Parce que nous voulons un État de droit. S'il faudrait ici parler des sexe des anges, on sera trop subjectif et c'est le pays qui paye un lourd tribut. Parce que le 19 millions de dollars américains, nous voyons la Belgique parfois avec des aides au développement de 1,5 million qui donnent au pays et puis c'est diffusé chez nous ou ailleurs. 1 million, 2 millions. 19 millions, on ne connaît pas c'est quoi le projet de ces 19 millions. Ça pouvait faire beaucoup de choses. Donc, il y a possibilité. Non, le projet est bien connu, hein, la construction de la prison de Kisangani. Bon, la construction de prison, et peut-être c'est à quelles conditions, avec quelle qualité, hein, parce que le grand problème, c'est pas tout simplement la construction, parce que si vous suivez, c'est l'agence Zion. Permettez-moi je crois que c'est l'agence Zion. Mais vous aviez longuement parlé. On doit construire une prison à Kisangani, dans une ville de moins de 5 millions d'habitants, laissant de surcroît Kinshasa avec la surpopulation carcérale. C'est un vaste programme. C'est un vaste programme. Mais quelle est l'idée de commencer là où il y a... Est-ce que c'était prioritaire? Peut-être qu'il y a des dimensions qui nous échappent. Peut-être qu'il y a des dimensions qui nous échappent. Non, mais pas à Kisangani. Nous avons la prison centrale de Makala avec plus de 5000 détenus. La prison de Kisangani est aujourd'hui en dégradation très avancée. Et celle de Kinshasa? Et Kinshasa, il y a des efforts qui se font. Il y a des efforts qui se font. À Kisangani, c'est vraiment parmi les urgences. Et cette politique de réhabilitation des prisons ou construction des prisons ne date pas de Moutamba. Ça a commencé avec Madame Rose et adopté au Conseil de ministres. Moutamba ne fait qu'appliquer l'une des décisions prises par les conseils des ministres. Et puis il ne faut pas oublier qu'il est venu de là. Il est venu d'où? De Kisangani. Ah, mais si c'est pour des raisons là-bas. Si c'est pour des raisons politiques ou électorales. Non. Il n'est pas élu de là. La prison de Kisangani, la construction de cette prison, c'est un complexe pénitentiaire parmi les urgences dans le secteur de la justice dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, nous passons à une autre saga, si vous voulez, Matata Pogno. Avant d'abord de parler de ça, où se trouve Matata Pogno aujourd'hui? Quelqu'un a une idée? Là où il a détalé. Pardon? Il serait en cavale selon les réseaux sociaux. Il serait où? Il serait en Belgique, aux États-Unis. Mais c'est quand même étonnant. C'est vague. Blaise, c'est quand même étonnant. Nous sommes un pays sérieux. pendant qu'on s'apprête à annoncer un verdict. Non, on avait déjà annoncé l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Les présumés coupables, on ne sait pas là où ils sont. Mais ce jour-là, le jour où la Cour a rendu l'arrêt, Matata était au palais du peuple. Il était en plénière. Il a siégé. Il y avait un jour après, on a vu ses traces. Moi, je l'ai vu. C'est insolite. Ce qu'on appelle voir avec mes propres yeux. J'ai vu Matata. Au niveau de la plénière. Avec vos propres yeux. Oui. Alors, je suis étonné. Pour qu'on parle aujourd'hui que Matata n'est pas à Kinshasa. Il est sorti. Quand est-ce qu'il est sorti? Et il est sorti par où? Par Ndjili, par Bitingobila, autant de questions qui fourmillent dans les cerveaux. Il peut prendre aussi une pirogue. Mais là, ça serait par Beach. C'est arrivé dans le passé. Les gens qui ont traversé. Allez-y. Matata a été condamné par défaut. Parce que par défaut, il a assisté. Non, mais la dernière audience, c'est pas est-ce qu'on peut le suivre?
ça veut dire le jour du prononcé du jugement. Si vous voulez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Matata n'était pas physiquement. Il a boycotté. Même l'audience, comment l'instruction à fond, et qui a précédé l'arrêt de la Cour. Il a boycotté. En fait, Matata y consort. Il a boycotté. A été retenu. Si le Sud-Africain, on a dit qu'il serait malade avec et le gouverneur, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, il serait aussi malade, mais pour l'honorable Matata, il a boycotté de prendre part à cette... Bon, ça je crois que ça reste de l'appréciation d'une personne à l'autre, mais l'affaire Matata, parce que nous parlons de notre justice. Allez-y. L'affaire Matata, excusez-moi, je ne voulais pas parler d'ambiguïté. Je voulais parler peut-être d'une confusion au niveau du point de vue communication. Communication au niveau de la Cour, si vous voulez, communication judiciaire. C'est moi qui veux, c'est vous qui le dites. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. L'affaire Matata a été ouverte déjà, je crois, en novembre 2021. Lorsque la Cour, je ne parle pas des Kalouba ou Kamouleta, non, je parle de l'institution. Oui. Cour constitutionnelle, la Haute Cour de la République, s'est déclarée incompétente à juger un ancien Premier ministre. Mais les choses ont évolué, John. Sur ça. Les choses ont largement évolué. Mais qui le fonce? On ne peut plus revenir sur ça. Mais ça peut motiver parfois l'absence de Matata. Mais on en a discuté autour de cette table. Ça peut motiver, Mais en tout cas, il a assisté ça fait partie de moyens de défense. Lorsqu'on se défend et on n'est pas là pour se rendre coupable. Pour vous, Matata ne mérite pas ce sort. C'est pas ce que je dis, parce que l'affaire a été entendue à deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est que l'institution qui l'a condamné aujourd'hui s'est déclarée incompétente. Et la même institution a rouvert l'affaire. Mais il y a une théorie. On y avait répondu. On va y revenir. Le professeur Louzo Lobombi, et même là où il est, nous le saluons, il a parlé de la cristallisation des faits. Du moment de la commission de faits. Et il n'y a personne qui peut échapper à la justice. En plus, il y a eu un revirement. Y compris le président de la République. Dans la procédure, mais dans les faits, parce qu'il y a des faits infractionnels qui ont été reprochés à Matata. Lorsqu'on parle de détournement de 205 millions de dollars américains, le projet Bukangalonzo, les experts, je vous ai dit tantôt ici comment on arrive à institutionnaliser les dates. C'est la même chose, comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions qui engagent la République. C'est un projet pilote qui devait en fait atténuer le taux de la pauvreté. Le choix du parc pilote agro-industriel de Bukangalonzo, c'est un site approprié pour la production du chanvre. Ça, c'est connu. C'est connu des belurettes. Et comment on est arrivé à... Ça, il faut interroger parfois le secrétariat de l'agriculture et puis tout ça, parce qu'il y a l'expertise là-bas. Ils ont la cartographie. Qui n'avait pas géré ces dossiers. Je pense qu'on n'en est plus à ce stade. Je crois que c'est largement dépassé. On a assisté à un fiasco, le projet n'a pas réussi. Et il fallait établir les responsabilités. Oui, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. On a condamné. Parce que ça fait débat. Ça fait débat. Il y a une frange de l'opinion qui estime que Matata ne mérite pas. La condamnation à d'autres. Même Matata lui-même a dit c'est un procès politique. Il faut ici qu'il y ait lieu quand même. Attendez. Le réquisitoire je vais dire quoi, le procureur, non, la défense, qu'est-ce qui m'arrive, le ministère public avait d'abord proposé la condamnation de Matata à 20 ans de prison ferme, et le verdict est rendu par la Cour constitutionnelle a revu les 20 ans à 10 ans. Ça aussi, Blaise. C'est comme si c'était une infraction simple de droit commun. On parle de plus de 200 millions de dollars et l'infracteur écope des 10 ans. Vous auriez aimé quoi? Des 10 ans de travaux forcés. Et pas seulement ça, on saisit les biens au prorata de la somme évadée ou encore disparue. Mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce que Matata a ici au pays?
qui peut nous aider à faire l'équivalence entre... L'université Mapon. Non, mais on c'est va à pas partir de atteindre sa 100 millions. fondation. On parle de la fondation. C'est à la fondation. Mais c'est la même question qu'on devait se poser. Pourquoi comme s'il s'est agi d'un cas de viol. Matata, chef du Un gouvernement, cas S'il vous plaît, allez-y doucement. pourquoi le chef du gouvernement serait sur la sellette où est passé le ministre, par exemple, des Finances de l'époque, ainsi de suite? Parce que c'est le chef du gouvernement, il ne touche pas aux finances. Matata lui-même fut ministre des Finances. Il n'était que délégué. Il semble que le projet était chapeauté. Ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas d'accord avec... Est-ce qu'on doit encore faire une marche en arrière? S'il n'était pas ministre des Finances, comment doit-on condamner celui qui est au bout de la chaîne, qui est le gouverneur de la banque, qui n'a fait qu'exécuter une instruction du Premier ministre? Est-ce que nous devons encore faire une marche en arrière? Justement, parce que les choses ont largement évolué. Non, on doit évoluer, Blaise. Aujourd'hui, Matata a été condamné. On en est à ce stade. Matata est condamné, Oui. c'est sûr, et je salue cette décision. Et Matata est condamné 2 fois, dans 2 procès. Il a écopé de 5 ans dans le procès qui le mettait en corréité avec Gobler, et puis 5 ans dans l'affaire qui le mettait en corréité avec Mutombo Mwana Nyembo. L'ancien gouverneur. C'est La que Banque lui, centrale. oui, en peine cumulée, il a 10 ans de prison et puis confiscation des biens comme c'est prévu. Kenin a dit que c'est pas ce. Oui, bon, On dit au prorata de- oui, ça peut n'est pas ça Pour peut n'est Kenin, pas il fallait voir. Il Qui fallait est celui-là 30 qui ans, avait 50 ans. Oui. Ça devait être... On Non, appelle la ça une limite chez peine nous, c'est 20 ans. correctionnelle. Ok, c'est déjà fait. Allez-y, Kekala. Matata Pogno, pour tout ce que nous sommes en train de dire ici, de raconter ici, ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas suivi l'arrêt. Cet arrêt-là a pris, je crois, 1 heure ou 1h15 pour être lu par le président de la Cour. Et les motivations sont surabondamment présentées. À charge de, Oui, à charge de Matata. à charge de Matata. Oui. Et tous les points C'était une soulevés. litanie. Est-ce qu'il peut terminer, Kenina? Est-ce qu'il peut terminer? Tous les points évoqués par la défense de Matata ont été évoqués, pris en charge. Il a même cité le plus grand des avocats de Matata dans la doctrine. Professeur, Le Le doctrinaire professeur Niabiru. Niabiru. oui. Il a cité son livre Traité de droit pénal congolais. Il l'a cité pour justifier les décisions prises contre Matata. Maintenant, en ce qui concerne la personne de Matata Pogno Mapon, quand on commence le procès en 2021, Matata Pogno est à Conakry. Il était toujours en voyage. Il tweet, il dit que je rentre dans mon pays Pour affronter la pour affronter la justice. Mais depuis les débuts jusqu'au jour où il décide de ne plus venir, Matata Pogno et ses avocats n'ont travaillé qu'à ce qu'il ne soit pas jugé en dilatoire. en dilatoire. Tous les arguments qui étaient avancés étaient pour justifier. Mais il y avait quand même une certaine solidarité avec sa chambre, hein, sa chambre Oui, du mais- Parlement. Je mais- parle de l'Assemblée nationale. Soit on a senti une solidarité des députés qui l'ont soutenu jusqu'au soit bout. dit en passant aussi, nous voulons tous l'état de droit, mais beaucoup ne sont pas encore prêts à accepter l'état de droit. Surtout ceux qui sont au Parlement. Je Les suis désolé, législateurs. parce que j'ai suivi des députés faire une connexion, en tout cas destructrice de l'état de droit, mais avec une telle aisance. Il dit que nous sommes, parce que la loi dit, disons la Constitution dit que les jugements ou les arrêts sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du président de la République. Ces députés-là disent que nous sommes les représentants du peuple. Comme la justice est rendue au nom du peuple, Et donc, donc nous avons, nous, le droit d'intervenir. Je me suis senti... C'est simpliste. Je me suis senti Oui, Blaise, très mal à l'aise. Excusez-moi, trop raccourci. l'affaire Matata, c'est aussi un peu comme un match de football où l'arbitre oublie de siffler la première faute, siffle la deuxième faute, et le public se met debout pour revenir à la première faute. C'est un peu ça, non, Kenina, non, c'est trop simpliste. J'ai dit C'est qu'il vraiment- faut, c'est il faut vraiment lire simple. l'arrêt. Non, Oui, c'est oui, trop- il faut lire c'est l'arrêt. c'est trop C'est ça simpliste. l'image. Alors, l'arrêt qui a le été problème fait qui pour se pose, l'attaquer. le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la Cour constitutionnelle a rendu son Son arrêt, arrêt. mais curieusement, Matata a pris
La poudre Le large. d'escampette. Une destination. Comment il doit prendre la poudre d'escampette? Parce qu'il était dans les viseurs, on suppose que c'était la personne la mieux surveillée du pays. Pourquoi? Durant cette période. Mais pourquoi? Mais il s'agit d'une affaire judiciaire. Très bien. De toutes les façons, personne. Mais le présumé ne reste pas chez lui à la maison hier, sans moi, qu'il y ait un œil sur ses déplacements. Pendant la plénière à l'Assemblée nationale, j'ai fait un tour là où Matata a l'habitude de se mettre. Vide. Je ne l'ai pas vu. C'est qui est un peu curieux. Il est Mais monté ce qui est au vrai, ciel. c'est qui est vrai. Il a démonté Mais Blaise. autour de cette table, personne ne nous dira là où se trouve Matata Mais il faut. actuellement. Excuse-moi, Mais ça prête à sourire, mais moi, Matata ça- Ponyo ça- a déconstruit toute Je me l'image qu'il a questionne. essayé de construire depuis toutes ces années. Ok. Matata passe pour le champion de la bonne gouvernance. Et du Il parle- leadership. Et du leadership. Il parle beaucoup de la bonne Et gouvernance. c'est ça Comme si même, c'était et c'est un ça concept. même, et c'est ça même l'intitulé de son parti politique. Ce qui est plus grave, c'est que Augustin Matata Ponyo et tous ceux qui l'entourent, ils désignent leur parti Mais politique par qu'est-ce qui vous fait rire? C'est justement ça. Il y a un mot à placer. Doucement. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous parlez des choses sérieuses. Nourrir des regrets. Doucement. Allez-y. Ce qui fait rire, c'est que Quelqu'un qui est Ligue- condamné Doucement, Kenina. Ligue doucement. pour une affaire aussi Kenina, grave, Kenina, pousse c'est des elle qui a la galets, parole. et ça prête à Kenina, sourire. Oui, oh là là. attends, Ça, sois patient. ça, c'est du Kenina. Ligue de bonne, Laissez la continuer. Allez-y. Ligue de bonne gouvernance. Je crois que c'est ça, ça doit être ça son Quelque parti chose de politique. semblable. Économiste de son État. Je crois que le concept, ce n'est pas la bonne gouvernance. Le concept, c'est la gouvernance démocratique. Je crois que ça vient du PNUD, De ces et institutions oui, là. qui a été adopté par la Banque mondiale. Et pour une gouvernance démocratique, il y a des éléments. Il y a la redevabilité, il y a l'efficacité. La transparence. C'est en rapport avec ça, c'est autre chose. quand on est en Très bien, situation, très bien. quand on est en Allez, situation allez, d'appréciation, allez, on évolue. on parle de la bonne ou de la mauvaise gouvernance. On évolue. Moi, je parlais plutôt du procès Matata, parce que si on parle... il avait Vous déjà revenez parlé. encore, c'est ça. Non, les arrêts. Je parle de l'arrêt de La il Cour faut dit dire, la- pour l'arrêt. dire ceci. Parce que lorsque on indexe Matata, vous exemptez les conseils. Les avocats parfois ne font pas du bon travail. Matata s'est beaucoup plus illustré dans je dirais, une tribune parallèle par rapport à son juge naturel. La conférence de presse de CEFAS, c'est le rapport de Maître Niabiroum, c'est presque une note de plaidoirie qui devait être présentée devant le juge, les sorties médiatiques et tout ça. Et ça, c'est parfois, vous savez, lorsque vous êtes... C'est en sa défaveur. Lorsque vous êtes... On n'en est C'est en plus là. défaveur. On Lorsque est vous d'accord, êtes... d'accord. Ça ne sert plus à rien, le monsieur ne La plus à grande question Kinshasa. aujourd'hui, c'est de savoir où se trouverait Matata. Ça, il faut demander... On évolue. Bien avant Il y a cela. aussi un autre, il y a aussi On un autre peut dire point. que Il y a les aussi un services autre ont point. failli. Il y a aussi Oui, un ils ont autre failli. point concernant l'urbanisme et la ville, l'urbanisme et la ville de Kinshasa. Il y a une vaste opération de démolition des constructions anarchiques qui avait commencé. On a vu les engins sur le terrain en train de détruire même des immeubles. Mais aujourd'hui, il y a une certaine léthargie pour dire que non, il faut mettre sur pied une commission qui doit statuer sur tel ou tel autre cas. Mais cette politique des deux poids deux mesures, c'est ce que nous condamnons. Pourquoi on n'avait pas mis la commission pour statuer avant, et aujourd'hui, après avoir détruit quelques maisons, maintenant il faut mettre la commission. Mesdames Bouyal Mangal. Bah, c'est justement le comportement et le discours liés à la corruption. Ça, c'est un phénomène de la corruption. Ça veut dire parce que la corruption prend plusieurs formes. Et parfois, la corruption est d'ordre moral. On se retrouve devant un fait où ça pèse. Parce qu'on sait que dans la perspective, il y a telle personnalité qui est concernée. Alors on trouve des mécanismes pour pouvoir faire échapper. Et ça, c'est condamnable. Nous ne pouvons pas être un même État, et dans ce même État, nous avons les citoyens d'en haut. La politique de deux poids, deux mesures, les citoyens d'en bas. Ce qui n'est pas bon, ça frise l'injustice. C'est de l'injustice, justement. Oui. Alors il va falloir qu'on crie très fort, justement, au niveau de, en toute vérité, pour que ça ne se répète Nous ne disons que la vérité ici. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? On tend vers la fin de l'émission. Oui, on tend vers la fin, mais moi je parle des responsabilités gênantes. On casse maisons et immeubles, ça signifie les services publics et les bénéficiaires de ces services et partagent les responsabilités. Ce sont les services de l'État qui délivrent les autorisations de bâtir, oui. de construire et Même même la les cession des parcellaires. sites. Donc en amont et en aval,
on se sent un peu gêné. D'où l'idée de mettre une commission, le temps de voir. Mais ça aurait été mieux de mettre cette commission avant. Oui, ce qui est grave, vous avez les premiers jours, l'opération s'est faite très souvent devant les caméras du monde entier. Le deuxième jour, mêmement, et le troisième jour, c'est dans des bureaux que ça se négocie. Et quand vous retournez sur le terrain, vous trouverez les fondements de ces maisons intactes. C'est-à-dire, on vous enlève la toiture et les restes des murs, on vous laisse la fondation pour vous demander, vous pouvez répondre, mais attendez un petit moment. C'est un peu ça la lecture qu'on a. C'est vilain quand même. Justement, c'est ça. En toute vérité, le bâtiment de l'IGF devait être démoli. S'il faudrait s'en tenir au plan de destruction de constructions anarchiques. Parce qu'il y a les rails qui passent par là. En principe, c'est à 50 mètres du rail. 50, c'est pas trop? Non, 50, c'est ce qui est prévu pour des taxis manœuvres qui peuvent venir en dépannage en dehors de l'accident. Bon, cet immeuble, parce que c'est un bien public, c'est qu'on va dire, ça a coûté plus de 20 millions à ma mémoire et de l'État. Il est aussi une construction anarchique, l'immeuble de l'IGF. Si nous voulons nous en tenir au terme anarchique, et en termes aussi de l'instruction du gouvernement et de détruire tout ce qui est sur l'emprise publique, les bâtiments de l'IGF devaient être coulés. Mais pour finir, justement, quel est le plan de cette démolition-là? Le plan, il commence par où? Parce que si vous regardez en face ou en diagonale Maison Schengen, il y a tout un marché construit par l'hôtel de ville, en plein rail. En plein rail. On devait nous dire, ça part du point A, ça va finir au point Z. Le marché, c'est en bois, ça peut se détruire un peu avec. Non, mais d'abord l'intention, c'est quel civisme qu'on communique. On termine par là. Je crois que la décision de démolir est une décision du Conseil des ministres. Et le président, en tout cas citant le ministre des médias qui a fait le compte rendu, dit qu'il n'y aura aucune exception. Tous ceux qui seront sur les sites non édificandi devront être démolis. S'il y a des gens qui estiment que c'est en ce moment qu'il faut mettre être une commission, c'est une irresponsabilité. C'est une irresponsabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants dont les maisons ont été démolies. On ne sait pas interroger. Est-ce qu'ils vont aller dans les mêmes écoles ou ils doivent aller ailleurs? C'est des questions qu'on devait se poser avant. Si l'on a commencé à démolir et que des paisibles citoyens sont aujourd'hui sans demeure, il faudrait que la baie d'Ingalima, par exemple, ou les nantis qu'on construit, les grands bois. Oui, il faudrait qu'on détruise pour servir d'exemple. Si on met la commission en place, ça veut dire qu'il faut oublier. C'est justement là où les choses semblent être bloquées. Oui, ça veut dire qu'il faut oublier. Au niveau de la baie d'Ingalima. On va aller ailleurs. Là-bas, on ne pourra pas toucher. Ça sera d'abord désobéir à l'ordre donné par le conseil, disons le conseil des ministres. Et en face de la population, ce sera une aventure de très mauvais goût parce qu'il y a des gens qui ont laissé des millions après avoir construit des maisons de 3, 4, 5 niveaux et qui ont vu ces maisons-là être descendues. Mais Kenny a dit que les fondations sont encore là. Personne ne peut se prévaloir de les reconstruire. On va vérifier. Il faudrait qu'on poursuive les gens qui ont donné les documents. Oui, ceux qui ont donné les documents, on les emprisonne. On n'a plus le temps. On aurait dû parler aussi des embouteillages à Kinshasa. La ville a pris une batterie de décisions. Les gros véhicules de plus de 20 tonnes commencent le trafic à partir de 22h jusqu'à 5h du matin et les véhicules légers continuent le trafic. Mais qui donne le tonnage? Nous avions, mais c'est écrit même au niveau des véhicules. Attendez. Qu'est-ce qui vous fait rire? Les tonnages. Le gros véhicule. Nous prenons des décisions difficiles dans l'exécution de la matérialisation. On a même dit que les véhicules qui appartiennent à des brasseries ne peuvent pas non plus le faire, mais on le voit à la longueur des journées, ces véhicules continuent le trafic. Pourquoi le non-respect de cette mesure? Qui parle, mesdames? Oui, ça signifie que le gouverneur de la ville ou l'hôtel de ville devrait comprendre l'anthropologie du quinoa. S'il s'était intéressé à l'étude, il comprendrait que de par sa nature, le quinoa, c'est un résistant. Et donc, il faut prendre suffisamment du temps, à la fois de l'information et de sensibilisation. Parce que des mesures, ça ne peut donner des résultats qu'au bout d'une chaîne.
Ce n'est pas parce qu'on a diffusé un communiqué dans les réseaux sociaux et que le lendemain, on se réveille, on veut s'attendre à des résultats. Il y a certainement des gens qui n'ont pas d'informations et la campagne d'information autour de ces mesures. Il fallait que la campagne commence. Oui. Ça n'a jamais commencé. C'était un peu brusque cette décision. On termine, non? Oui, on termine, mais j'ai dit quand même à Mbouyal que ce n'est pas le Quinois qui est résistant. C'est l'autorité qui est négligente. Laxisme de l'autorité. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Les bars qui nous envoient des décibels tout le temps. Il y a des lois qui interdisent. Des bars, des églises. Oui. Il y a des lois qui interdisent. Ce sont des décisions absence de suivi, Blaise. Il faut que l'autorité de l'État soit rétablie à tout niveau. Tenons compte également de la structure mentale de la population. On nous dit qu'il faut qu'il y ait circulation alternée. On nous parle de numéros de... Même pas ça. Circulation alternée, d'abord dans la partie ouest. On a laissé tomber. Non, j'en viens. C'est-à-dire, le matin, tout le monde converge vers la ville. Il n'y aura pas de mouvement contraire. C'est ce qui a été fait pendant un moment. Décision prise par le vice-premier ministre. Nous risquons d'aller jusqu'au covoiturage et les gens ne vont rien comprendre dans tout ça. On a mis fin à ça. Au chapitre l'actu, très chers téléspectateurs, la première ministre Juliette Souminois se trouverait en ce moment même dans la ville de Kananga pour une visite d'itinérance. Elle est allée se rendre compte de l'évolution des projets financés par le gouvernement dans cette partie du territoire national. Ce matin, Mbouyal m'a dit qu'elle était en contact avec notre consoeur Françoise Bouela qui se trouverait, elle, à Chikapa. Certainement que dans cette itinérance, la première ministre après Kananga va passer par Chikapa. Il faut aussi saluer, il ne faut pas rester seulement dans des bureaux climatisés, il faut descendre sur le terrain pour évaluer les travaux qui s'exécutent sur financement du gouvernement. Laissez-moi vous dire merci. Merci d'être là comme tout le samedi. Les téléspectateurs nous font confiance. Il faut toujours continuer à les servir avec beaucoup de vérité dans des émissions, mais dans la contradiction, on le sent. Entre vous, il y a deux camps qui se dessinent, Kenina et Moufoué d'un côté et les autres de l'autre côté, même si nous sommes ni à gauche ni à droite. Nous sommes pas du côté de la vérité. Très bien. Il faut pas faire un courant idéologique. Rien que la vérité dans cette émission, très chers téléspectateurs. Merci pour votre confiance. Les nombres de vues s'augmentent au jour le jour. Merci également à l'initiatrice, celle qui a été inspirée pour que cette émission ait lieu. C'est Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue. Autant je vous remercie ici sur le plateau. Je remercie également toute l'équipe technique ici qui nous ont permis de vous atteindre sans aucune disposition protocolaire. Grand merci au Réal, Patrick Cash. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs. Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. En toute vérité, c'est sur la RTNC et nulle part ailleurs. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.